Ma mère a ignoré mon message d'urgence, elle a abandonné mon fils, elle a choisi la promotion de ma sœur, alors je les ai coupés. Ce qui s'est passé ensuite a silencieusement détruit tout ce qu'ils avaient construit. Moi, Élodie femme de 35 ans, je supporte ces absurdités depuis des années. J'ai finalement craqué. Mes parents me traitent comme leur tirelire personnel depuis que j'ai eu mon premier vrai travail après la fac. Tout a commencé par une demande unique, quand leur climatisation est tombée en panne, en plein mois de juillet. Je me souviens encore de mon père paniqué m'appelant pour me dire que ma mère souffrait de la chaleur. Elle a des problèmes respiratoires. Naïve, j'ai tout de suite transféré 1800 € pour un nouvel appareil. Ils m'ont juré de me rembourser quand mon père aurait sa prime. Bien sûr, cela n'est jamais arrivé. Mais j'ai laissé passer parce que ce sont mes parents. Non, 7 ans plus tard, je paye littéralement tout. Leur crédit immobilier, 1500 € par mois. Les 2 crédits automobiles, environ 650 €. Toutes leurs assurances, encore 800 €. Et puis, ces urgences aléatoires qui arrivent toujours quand ils prévoient d'aller rendre visite à ma tante à Lyon. L'an dernier, j'ai regardé mes relevés de compte et j'ai failli faire une crise cardiaque. Je leur avais donné plus de 45 000 €. C'est l'apport pour une maison. Pendant ce temps, ma sœur Manon est leur petit ange qui marche sur l'eau. Elle a 32 ans et vit toujours dans leur sous-sol parce que c'est trop dur de trouver un appartement de nos jours et que les jobs débutants ne paient pas assez. Mais elle trouve de l'argent pour des leggings Lululemon et des week-ends à Bordeaux avec ses amis. Elle a décroché son poste confortable dans le marketing parce que papa connaît le patron. Et maman fait encore son linge et lui prépare des plats spéciaux parce que Manon est trop stressée au travail. Je n'invente rien. Maman dit toujours « Mais Manon est si créative et sensible. Elle cherche encore sa voix. » Ouais. Et moi, je suis juste la fille banale avec un job dans la finance, celle qu'ils appellent quand la facture de la carte de crédit arrive. Je travaille littéralement 60 heures par semaine pendant que Manon poste sur TikTok depuis leur piscine. Le pire, c'est que je continue à payer. J'espère à chaque fois que peut-être cette fois ils apprécieront. Peut-être qu'ils se souviendront de mon anniversaire sans Facebook. Peut-être qu'ils demanderont des nouvelles de mon fils sans que j'aie à en parler la première. Écrire tout ça me fait réaliser à quel point j'ai été pathétique. Qu'est-ce que j'essaie de prouver? Que si je leur donne assez d'argent, ils m'aimeront autant qu'ils aiment. Manon, j'en ai parlé à ma thérapeute des dizaines de fois. Elle me dit que je suis coincé dans un schéma où j'essaie de mériter leur amour. Mais je n'arrive pas à en sortir. À chaque fois que je pense à arrêter de les aider financièrement, je ressens cette horrible culpabilité dans le ventre. Et s'ils perdaient leur maison? S'ils ne pouvaient pas payer les médicaments pour le cœur de papa? Si Manon n'avait nulle part où aller, mais je repense à comment ils m'ont traité quand j'avais vraiment besoin d'eux. Et je me dis que c'est peut-être à eux de se débrouiller pour une fois. Il y a 2 ans, ma vie s'est effondrée. Mon mari Julien, que je croyais être mon âme sœur, a décidé que coucher avec son stagiaire de 23 ans était plus important que notre mariage et notre fils. On était ensemble depuis la 2e année de fac. 13 ans quand même. J'ai découvert la vérité de la manière la plus cliché. Il avait oublié son iPad à la maison et un message est apparu. Hier soir était incroyable. J'ai hâte de te revoir. J'ai mené mon enquête et j'ai trouvé des centaines de messages entre eux depuis des mois. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas essayé de nier. Il a juste dit « Je comptais pas te le dire comme ça, mais oui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. » Quelqu'un d'autre. C'était littéralement une stagiaire dans sa boîte. Il est parti ce soir-là, a demandé le divorce 2 semaines après et vivait déjà avec elle 1 mois plus tard. Ils sont mariés maintenant. Elle poste toute là, le temps, sur Instagram des légendes du genre « l'amour de ma vie ». J'étais dévasté, incapable de sortir du lit, d'oublier de manger, de pleurer sous la douche. La seule chose qui me faisait tenir debout, c'était notre fils Lucas qui avait 8 ans à l'époque et ne comprenait pas pourquoi papa était soudainement parti. J'ai donc appelé mes parents pensant que cette fois, ils seraient là. Leur fille venait de divorcer. Leur petit-fils était perdu et souffrait. C'est bien dans ces moments-là que la famille soutient « non ».
La réponse de ma mère. Tu sais, chérie, les hommes ont des besoins. Tu n'étais pas trop focalisé sur ta carrière. Tu t'es peut-être un peu laissé aller après la naissance de Lucas. J'étais tellement choqué que je n'ai rien pu répondre. Mon père lui a juste demandé si je continuerais à payer leur crédit voiture ce mois-ci. Pas une question sur Lucas sur comment il allait ou si j'avais besoin d'aide. J'ai raccroché et je suis restée assise sur le sol de la cuisine à pleurer pendant 1 heure. Mais là, quelque chose d'inattendu est arrivé. Les parents de Julien m'ont appelé. J'angoissais avant de décrocher, persuadé qu'ils prendraient le parti de leur fils et que j'allais les perdre aussi. Mais Hélène, la mère de Julien, a dit « Peu importe ce qui se passe entre toi et Julien, tu restes notre fille et Lucas est toujours notre petit-fils. » Et ils ont été là vraiment. Ils sont venus chercher Lucas à l'école quand je devais travailler tard. Ils l'ont gardé la nuit quand j'avais une réunion tôt. Michel, le père de Julien, n'a jamais raté un seul match de baseball, même quand Julien était trop occupé. Hélène a appris à Lucas à faire la cuisine et l'a aidé pour ses devoirs. Un soir, j'ai craqué parce que le lave-vaisselle avait inondé la cuisine à 22 heures et Julien ne répondait pas au téléphone. J'ai appelé Michel, désespéré. Il a roulé 45 minutes. Jusqu'à chez moi, a réparé le lave-vaisselle, m'a aidé à nettoyer et a refusé que je le paye. Pendant ce temps, mes propres parents ne se souvenaient même pas de l'anniversaire de Lucas. Ils ont envoyé une carte 2 semaines en retard avec une carte cadeau de 15 €, mais ils n'oubliaient pas d'appeler quand leur toit fuyait et qu'ils avaient besoin de 7 000 € pour les réparations. Le contraste était saisissant. Hélène et Michel me traitaient comme de la famille sans y être obligés. Mes propres parents me voyaient comme un inconvénient, sauf quand ils avaient besoin d'argent. Pendant 2 ans après le divorce, ils ne me contactaient que pour une facture. Parfois, ils demandaient des nouvelles du petit, mais jamais ils ne venaient à une pièce de théâtre ou un match de foot. L'anniversaire de Manon était toujours une réunion de famille obligatoire, avec traiteur et déco personnalisés payés par moi. Mais l'anniversaire de Lucas ne méritait même pas un appel. Je me disais que c'était leur façon de montrer l'amour qu'il ne fallait pas trop en attendre. Mais au fond, je savais la vérité. Ils ne tenaient pas tant que ça à moi ou à Lucas. Nous n'étions pas prioritaires. Nous étions des distributeurs automatiques avec un pouls. Mais il y a 6 mois, quelque chose de très étrange s'est produit. Mes parents sont soudainement devenus des grands-parents impliqués, comme si des extraterrestres avaient pris leur place. Tout a commencé par un appel de ma mère un mardi. J'étais en réunion. J'ai vu son nom et j'ai failli ignorer l'appel parce qu'elle ne m'appelle jamais, sauf pour de l'argent. Mais je me suis dit que c'était peut-être une urgence, alors je suis sorti répondre. « Comment va Lucas à l'école » a-t-elle demandé l'air de rien. J'ai failli lâcher mon téléphone. Elle ne m'avait jamais posé la question. Elle ne savait même pas dans quelle classe il était. J'ai balbutié prise au dépourvu. Il va bien. Il a eu un A à son projet de sciences la semaine dernière. » J'attendais qu'elle bifurque vers une facture, mais non. Elle a continué à parler de Lucas à demander s'il aimait toujours les dinosaures. Il aimait ça à 6 ans. Maintenant, il est passionné par l'espace. Et puis elle a dit « Et ton père et moi, on pensait que vous pourriez venir dîner dimanche. » Un dîner? On n'avait pas été invités depuis le divorce. Même à Noël, c'était nous qui nous invitions, et il faisait comme si on dérangeait. C'est devenu encore plus bizarre. Ce dimanche-là, la maison était propre. De vraies assiettes sur la table. Ma mère avait fait le dessert préféré de Lucas, enfin ce qu'il aimait il y a 3 ans. Il n'aime même plus le gâteau au chocolat, mais bref. Mon père a posé son téléphone et a parlé à Lucas de l'école. Il a demandé pour le baseball. Lucas fait du foot, mais bon, l'intention y est. Il a même ressorti des vieilles BD du grenier. Et puis, au moment de partir, ils ont proposé de garder Lucas. Je répète, mes parents ont proposé de faire du babysitting. Les mêmes qui m'avaient déjà dit qu'ils n'avaient pas signé pour être nounou quand j'avais demandé de le garder 2 heures pour un rendez-vous médical. On peut le prendre tout le week-end si tu veux, a dit ma mère trop souriante. Prends du temps pour toi, tu travailles tellement. J'ai presque cru qu'elle avait de la fièvre. Elle n'avait jamais reconnu que je travaillais dur jamais. Je ne savais pas quoi penser, mais ce comportement bizarre a continué.
Les dîners du dimanche sont devenus réguliers. Ils appelaient pour prendre des nouvelles de Lucas. Ils lui ont offert des cadeaux sans raison. Ils sont même venus à un match de foot. Mon père s'est plaint des chaises pliantes tout le temps. Mais il est venu. J'étais choquée, mais aussi pleine d'espoir. Peut-être qu'ils avaient eu un déclic. Peut-être qu'un problème de santé les avait fait réfléchir. Peut-être qu'ils avaient compris ce que c'est d'être grands-parents en voyant leurs amis avec leurs petits-enfants. J'ai pleuré dans ma voiture après ce premier match. Lucas avait marqué un but et mon père a applaudi. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il avait montré de l'enthousiasme pour moi ou Lucas. J'ai eu l'impression d'avoir enfin la famille que j'attendais. Des parents soutenants, des grands-parents présents pour Lucas, ce sentiment d'appartenance que j'ai cherché toute ma vie. Je sais, je suis vraiment naïve, mais j'ai toujours voulu leur approbation. Petite, je ramenais des bulletins parfaits, qu'ils signaient sans commentaire, tout en félicitant Manon pour son C+ en arts plastiques. Toute ma vie d'adulte, j'ai cherché à être assez bien. Et là, il me semblait que je l'étais enfin. J'étais tellement reconnaissante que j'ai même augmenté leur pension mensuelle. Rien que d'y penser, j'ai honte. En plus des factures habituelles, j'ai commencé à leur envoyer 1 500 € de plus chaque mois. Je finançais littéralement la rénovation entière de leur cuisine parce qu'ils aidaient tellement avec Lucas. Rien que le plan de travail en granit, c'était 4 000 €, mais je me disais que ça valait le coup si on avait enfin une vraie famille. Ma collègue Chloé me trouvait folle. Elle disait « Les gens ne changent pas aussi vite sans raison. » Mais je ne voulais pas l'entendre. J'étais trop occupé à savourer l'approbation de mes parents. Lucas, lui, a tout de suite été suspicieux. Les enfants sensent les trucs bizarres. Après le 3e dîner du dimanche, on rentrait en voiture, il était plus silencieux que d'habitude à l'arrière. « Ma maman, pourquoi tout d'un coup mamie et papy veulent que je vienne tout le temps? » Tim, avant il s'en fichait. Il regardait dehors. « Ils essaient juste de rattraper le temps perdu, » j'ai répondu. Parfois, les gens réalisent ce qui est important en vieillissant. Maman? Mais il m'a lancé un regard trop mature pour ses 10 ans. Ils ne savent même pas dans quelle classe je suis maman. Papy m'a appelé Marcus hier et mamie me parle encore de dinosaures alors que je lui ai dit 3 fois que j'aime l'astronomie maintenant. Il avait raison. Ils jouaient un rôle, mais ils ne maîtrisaient pas leur texte. Et ils posent plein de questions sur ton travail, a-t-il ajouté. Si tu as eu une augmentation ou une prime. Avant, ils s'en fichaient, sauf quand ils voulaient de l'argent. Maman et autre. J'ai balayé ces doutes parce que je voulais y croire. J'avais tellement envie de leur approbation que j'ai ignoré tous les signaux. Classique chez moi, puis j'ai découvert la vérité. Pire que ce que vous imaginez. Un jour, je suis passé à l'improviste déposer des courses. Oui, je payais aussi leur nourriture. Ma mère était au téléphone dans la cuisine, elle ne m'a pas entendu entrer. Oui, elle en voit plus maintenant, disait-elle à quelqu'un toute satisfaite. La cuisine sera finie pour Noël. Non, il suffit de faire semblant de s'occuper du gamin quelques heures par semaine. Petit prix pour un nouveau frigo. Maman. Je suis resté figé. Tout était faux. L'intérêt soudain pour Lucas, les dîners, le babysitting. Tout ça juste pour me soutirer plus d'argent. Je suis ressorti en silence, je me suis assise dans la voiture, incapable de pleurer. J'étais vide, puis furieuse, puis honteuse d'avoir été aussi crédule. J'ai appris plus tard qu'elle parlait à Manon. Ma sœur était complice et trouvait ça drôle. Elle se fichait de moi et se moquait dans mon dos. Ce soir-là, j'ai regardé mes comptes. Depuis le début de leur numéro de grands-parents aimants, je leur avais donné 15 000 € de plus. Pourquoi pour du faux? J'ai failli tout leur balancer. J'avais un discours en tête pour leur dire que c'était fini, mais j'ai décidé d'attendre de voir où ils iraient. Je n'ai pas attendu longtemps. La vie a décidé de tester à quel point ma famille pouvait être nulle. 1 mois plus tard, j'ai commencé à avoir des maux de tête atroces. Le genre de douleur qui réveille en pleine nuit, où on espère juste mourir tellement ça fait mal. J'ai toujours eu des migraines, donc au début, j'ai mis ça sur le compte du stress. Je prenais de l'Advil comme des bonbons. Ma collègue Chloé a remarqué que je louchais sur l'écran que je portais des lunettes de soleil au bureau. « Tu dois voir un médecin », répétait-elle. Mais je disais que je n'avais pas le temps. Les mamans qui travaillent mettent leur santé de côté jusqu'à ne plus pouvoir fonctionner.
Et puis un matin, juste après avoir compris pourquoi mes parents étaient soudain aimants, je me suis réveillé et tout était différent. La douleur était encore pire. En me regardant dans le miroir, j'ai vu que mon œil gauche ne suivait pas le droit. Je n'arrivais plus à voir d'un côté. Tout était flou étrange, ma tête allait exploser. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai d'abord appelé mon ex Julien. Peut-être par habitude, peut-être parce que je n'avais personne. Mais évidemment, messagerie. Il était en lune de miel à Bali avec la stagiaire devenue sa femme. Il postait toute la semaine des photos de couple depuis leur bungalow sur l'eau. J'ai appelé Hélène et Michel, mais je me suis souvenu qu'ils étaient en croisière leurs premières vraies vacances depuis la retraite de Michel. Ils avaient même proposé à Lucas de venir, mais je ne voulais pas qu'il rate l'école. J'ai paniqué. Lucas dormait encore dans sa chambre et je sentais que quelque chose n'allait pas du tout. J'avais du mal à me lever sans vomir ou tomber dans les pommes. J'ai appelé ma voisine, une femme incroyable de 70 ans, presque une grand-mère pour nous depuis qu'on a emménagé. Elle est venue toute de suite en pyjama pour rester avec Lucas. Et moi, j'ai pris la voiture pour l'hôpital. Grosse erreur. Ne faites jamais ça, appelez les secours. Je me rappelle à peine du trajet, j'ai dû m'arrêter pour vomir sur le bord de la route. Je pensais juste à Lucas qui se réveillerait sans moi, et ça m'a donné la force d'arriver. Aux urgences, j'ai à peine réussi à expliquer mes symptômes. Dès que j'ai parlé de perte de vision soudaine et du pire mal de tête de ma vie, tout s'est accéléré. On m'a prise en charge immédiatement. IRM, scanners, médecin inquiet. Le neurologue n'a pas cherché à rassurer. Vous avez ce qu'on appelle un anévrisme cérébral. Il est en train de fuir. Il faut opérer d'urgence pour le clipser avant qu'il ne rompe complètement. Si ça arrive, il n'a pas fini la phrase. Pas besoin. J'ai demandé mes chances. Il a hésité. Si on opère dans l'heure, le pronostic est bon. Si on attend... Encore une phrase inachevée. Là, j'ai compris. Je pouvais mourir aujourd'hui. Laisser Lucas sans mère. J'ai fondu en larmes, ce qui empirait ma douleur. Je ne pensais qu'à Lucas. Que deviendrait-il si je mourais? Est-ce que Julien s'en occuperait? Est-ce qu'il finirait chez sa belle-mère de 23 ans, celle qui fait des selfies toute la journée? Est-ce qu'il se souviendrait de moi? Sait-il où sont les papiers importants? Est-ce que je lui ai dit que son dessin de maternelle est dans la boîte spéciale dans mon placard? Mon esprit tournait à 100 à l'heure en pensant à tout ce que je n'avais pas dit ou fait. L'hôpital devait me préparer pour l'opération, mais Lucas était toujours chez ma voisine. Il allait aller à l'école, mais il fallait quelqu'un pour le récupérer après. Ma voisine ne conduit plus à cause de sa vue. Dans mon état de douleur, j'ai pensé que mes parents allaient peut-être enfin se bouger. Une vraie urgence de vie ou de mort, ça fait bouger les gens, non? J'ai appelé ma mère en pleurs terrifiés, sur le point d'être opérée du cerveau. Je l'ai supplié de venir chercher Lucas à l'école et de le garder pour la nuit. « Oh ma chérie, on ne peut pas aujourd'hui », a-t-elle dit visiblement agacée. Manon vient d'avoir une promotion chez le marketing. On l'emmène fêter ça au nouveau steakhouse en ville. Son père ne peut pas le prendre. J'ai expliqué que Julien était à l'étranger. J'étais désespéré en plein prépa pour une opération dont je ne savais pas si j'allais revenir. Et tes beaux-parents, alors? Ils ont toujours du temps, eux. Mon cœur s'est effondré. Même face à la mort, ils ne pouvaient pas être dérangés. Ils sont en croisière, maman, ai-je dit la voix tremblante. S'il te plaît, c'est juste un après-midi. Il peut venir au dîner de Manon. Il a juste besoin de quelqu'un pour aller le chercher à l'école. Je ne sais pas si je vais survivre à l'opération. J'ai entendu des voix étouffées, puis celle de ma sœur. Maman avait mis sur haut-parleur. Ce dîner est super important pour moi. Tu peux pas te débrouiller. Ton fils fait toujours des histoires au pire moment. Je n'en revenais pas. J'allais me faire opérer du cerveau et elle pensait à une réservation de resto. Il ne fait pas d'histoire, ai-je chuchoté, à peine capable de parler. Je vais peut-être mourir. J'ai juste besoin qu'on le récupère à l'école. Il a 10 ans. Manon a soufflé. Ah, ton fils est vraiment un fardeau inutile. Toujours besoin de quelque chose, toujours à vider l'énergie et les ressources de tout le monde, comme sa mère. J'ai eu l'impression de prendre un coup de poing.
Ces mots fardeau inutile à propos d'un garçon de 10 ans dont la mère est sur le point de mourir à l'hôpital. Ma propre sœur. Et ma mère a-t-elle défendu son petit-fils? A-t-elle repris Manon? Non. Elle a juste soupiré. On va voir si on peut décaler la réservation, mais Manon a raison. C'est vraiment pas le bon moment. Pas le bon moment pour mon anévrisme, parce que ça gêne leur dîner. J'ai raccroché en pleurant. L'infirmière qui me préparait pour l'opération a remarqué mes constantes et m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai dit que mes parents refusaient de récupérer mon fils à l'école et que je ne savais pas quoi faire. Heureusement, l'assistante sociale a tout entendu et a tout pris en main. Elle a contacté l'école de Lucas, expliqué la situation et organisé pour qu'il rentre chez son meilleur ami Théo en attendant de joindre quelqu'un. Elle a même appelé ma voisine qui a accepté d'aller chercher des affaires avec la maman de Théo. Une parfaite inconnue a montré plus de sollicitude que ses propres grands-parents et tantes. Quand on m'a amené au bloc, j'étais partagé entre la terreur et la clarté. Le médecin m'avait dit qu'il y avait une chance que je ne me réveille pas ou que j'aie des séquelles. Peut-être que c'était la fin. Et là, j'ai pris une décision. Si je survivais, c'était terminé avec ma famille. Plus d'argent, plus de chance, plus d'espoir de changement. Ils m'avaient montré qui ils étaient, au moment où j'en avais le plus besoin. Il était temps de les croire. L'opération a réussi évidemment puisque j'écris ceci. Mais la convalescence a été rude. J'ai passé une semaine à l'hôpital et devinez qui est venu. Hélène et Michel ont écourté leur croisière et sont revenus dès que l'hôpital les a appelés. Ils se sont relayés à mon chevet et pour s'occuper de Lucas. Michel a aidé Lucas à faire ses devoirs par FaceTime pour que je me repose. Hélène m'a acheté de vrais pyjamas pour ne pas porter la chemise d'hôpital tout le temps. Pas, mais Anne et elle m'a lavé les cheveux au lavabo quand j'étais trop faible pour la douche. Mon chef a apporté des plats, réorganisé tout mon planning et m'a dit de prendre le temps qu'il fallait. Ma voisine a mis en place une chaîne de repas qui fonctionne encore. Chloé du bureau a emmené Lucas à son match de foot. Ma voisine m'a fait de la soupe maison tous les jours pendant 2 semaines. Mes parents. Ils ont envoyé un SMS 3 jours après l'opération pour demander si je ferais quand même le virement pour le crédit immobilier, car la banque les avait appelés. Là, j'ai décidé d'anéantir leurs finances. Tout ça pendant que je récupérais d'une chirurgie cérébrale avec une cicatrice de 25 cm et une nouvelle perspective sur la vie. Rien ne fait reconsidérer ses priorités comme frôler la mort. Le neurochirurgien m'a dit après l'opération « Vous êtes incroyablement chanceuse. Si vous aviez attendu quelques heures de plus, on ne serait sans doute pas en train de parler. » J'ai eu une seconde chance et je n'allais pas la gâcher en laissant des gens toxiques me vider. Encore à l'hôpital, j'ai passé des coups de fil. D'abord, la banque pour leur crédit immobilier. Quand on paie depuis 5 ans, ils écoutent. J'ai expliqué qu'ils ne devaient plus compter sur moi et j'ai arrêté le virement automatique de 1 500 €. Ensuite, les 2 sociétés de crédit auto. Pareil, j'ai dit que je ne paierais plus des crédits à mon nom. 650 € de récupérer. Les cartes de crédit, les 5 sur lesquelles je faisais les paiements minimums. J'ai annulé mon statut d'ayant droit et prévenu que je ne paierais plus. Assurance, habitation santé, forfait, téléphone Internet, abonnement, streaming tout coupé. J'ai même appelé leur club de golf et annulé l'abonnement que je payais pour eux 450 € par mois. Plus je fouillais dans mes finances, plus j'étais en colère. J'ai découvert des prélèvements pour la salle de sport de Manon Amazon Prime, même des rendez-vous Botox qui se retrouvaient sur ma carte. J'ai tout annulé. En tout, j'ai récupéré plus de 4 000 € de charges mensuelles qui servaient à entretenir mes parents et ma sœur. Et ils l'avaient bien cherché, après avoir traité mon fils de fardeau inutile pendant que je risquais de mourir. Le lendemain, ma mère a enfin appelé. Elle a juste dit « La banque a encore appelé pour le crédit. Ils disent que le paiement a été annulé. Il s'est passé quelque chose? » J'étais d'un calme étrange. Oui, j'ai annulé tout soutien financier. Hein? Un long silence. Puis, elle a explosé. « Tu peux pas faire ça. On a des factures, les médicaments de ton père, les impôts. Comment tu peux nous faire ça? » Eh bien, Manon vient d'être promue. « Non, je suis sûre qu'elle peut t'aider, ai-je répondu, reprenant ses propres mots.
quand je lui avais supplié de chercher Lucas. Elle s'est mise à pleurer, à dire qu'ils allaient être à la rue, que c'était ma faute, qu'ils étaient trop âgés pour se débrouiller, que j'étais cruelle avec mes propres parents qui avaient tout sacrifié pour moi. J'ai répondu, « Ta fille a traité mon fils, qui avait peur que sa mère meure de fardeau inutile, pendant que j'allais me faire opérer du cerveau, et c'est moi la cruelle. » Elle a essayé de se rattraper. Manon ne pensait pas la mal, elle était stressée. « Vous m'avez montré ce que vous pensez de nous. Montrez-moi maintenant comment vous allez gérer sans mon argent. » J'ai raccroché et bloqué leur numéro. Allongé sur mon lit d'hôpital, j'ai senti un poids immense me quitter. Pas seulement financier, mais émotionnel. Je n'étais plus responsable d'eux. Je ne leur devais rien. Aujourd'hui, ça fait 3 mois depuis la grande libération financière. C'est comme ça que ma thérapeute appelle ça. Beaucoup de choses ont changé. Les conséquences pour mes parents. Prévu. Leur voiture a été saisie le mois dernier. Ils ont 3 mois de retard pour leur crédit. Mon père a dû prendre un boulot à mi-temps chez Leroy Merlin. Ma mère vend des leggings moches dans une pyramide de vente sur Facebook. Manon a dû quitter leur sous-sol et partager un appart avec 2 colocs parce qu'ils ne peuvent plus la soutenir. Elle poste des vidéos TikTok larmoyantes sur son nouveau départ à 32 ans et la famille toxique qui l'a abandonnée. Je pourrais avoir pitié. Mais je repense à ce qu'elle a dit sur mon fils. Donc non, aucune pitié. Ils ont tenté de me joindre via la famille et des amis, même mes voisins. Ils ont envoyé une lettre pour me supplier d'être raisonnable et une liste de factures à payer, y compris l'assurance auto de Manon. L'audace est impressionnante. Je n'ai jamais répondu. Mon seul message est passé par mon avocate, les avertissant que toute nouvelle tentative serait considérée comme du harcèlement. Pendant ce temps, ma vie s'est transformée. Avoir 4 000 € de plus par mois, cela change tout. J'ai remboursé mes dettes, ouvert un compte pour les études de Lucas et pris des vacances, le mois dernier, rien que nous deux à Bordeaux. Hélène et Michel sont toujours incroyables. La semaine dernière, Michel a appris à Lucas à changer un pneu parce qu'il faut toujours savoir aider quelqu'un sur la route. Voilà des grands-parents dignes de ce nom. Mais il y a eu un autre gros changement. Dr. Moreau, le neurochirurgien qui m'a sauvé, m'a proposé un café lors d'un rendez-vous de suivi. J'étais très gêné. Pour parler de mon cerveau, il a souri. Non, un vrai rendez-vous, sauf si tu n'es pas intéressé, bien sûr. On est tous les 2 parents solos, avec des ex cauchemardesques et des familles compliquées. Il a 38 ans, une fille de 8 ans Clara de son précédent mariage. On se voit depuis 6 semaines et ça se passe bien. Ce qui me rend heureuse, c'est qu'il s'entend super bien avec Lucas. Le week-end dernier, ils ont construit une fusée ensemble. Lucas n'arrête pas d'en parler. Dr. Moreau, je l'appelle encore comme ça pour rire, ne prend jamais Lucas de haut, il lui explique la science comme s'il pouvait tout comprendre, ce que Lucas adore. Sa fille Clara est douce, mais timide. Elle a perdu sa maman d'un cancer il y a 2 ans, elle a son propre chagrin. Lucas est très patient avec elle, il lui montre ses jeux vidéo, il l'inclut dans tout. Les voir ensemble me fait fondre. Je ne sais pas où va cette relation, mais ça semble sain. Pas de drama, pas de manipulation. Juste 2 adultes qui aiment passer du temps ensemble avec des enfants compatibles. Je me sens en sécurité accompagné si les choses deviennent difficiles. Voilà où j'en suis. Mon compte en banque est plus sain. Ma vie amoureuse, prometteuse. Mon fils s'épanouit. Les gens toxiques sont sortis de nos vies. Et, parfois, il faut frôler la mort pour apprendre à vivre. Parfois, il faut arrêter de payer les factures des autres pour enfin investir en soi. Merci pour tout le soutien Reddit. Vos commentaires m'ont aidé à me sentir moins folle et plus sûre de mes décisions dans tout ce bazar.